Bonjour, bienvenue à tous pour cette toute nouvelle vidéo, avec cette toute nouvelle histoire. En 1976, un bus scolaire transportant 26 enfants et leur chauffeur a disparu. Personne ne savait où ils étaient allés. C'était comme si la terre les avait engloutis. Les parents de ces enfants, affolés, se demandaient où étaient leurs enfants. Ils ne savaient pas que les enfants n'étaient plus de ce monde. Les motivations des personnes derrière cet acte étaient complètement absurdes. Notre histoire commence à Xochitl, une ville de l'État de Californie en Amérique. Cette ville était petite et ses habitants étaient peu nombreux. Il était très rare qu'un crime ou quelque chose de grave s'y produise. Mais comme on dit, le mal peut se cacher n'importe où. Le 15 juillet 1976, à 16 h, un chauffeur de bus nommé Frank Edward Ray, connu sous le diminutif de Ed Ray, 55 ans, a récupéré les enfants à l'école afin de les emmener chez eux. L'école dans laquelle il travaillait s'appelait Xochitl Union High School. Ed Ray y travaillait depuis longtemps. Beaucoup de gens qui l'ont connu là-bas ont dit qu'il aimait les jeunes enfants et qu'il était toujours actif et souriant avec eux. Il ne l'avait jamais vu de mauvaise humeur. Ed disait que quiconque travaillant dans un endroit où se trouvent de jeunes enfants n'a pas le droit de venir travailler de mauvaise humeur et de répandre cette énergie négative autour d'eux. Ce soir-là, il allait emmener les enfants chez eux après une sortie dans une piscine. Ils étaient tous très heureux et excités parce qu'ils avaient passé un bon moment. Ils sont montés dans le bus pour rentrer chez eux. Ils étaient très actifs et chantaient. Vous savez tous comment sont les petits-enfants après une bonne sortie, mais ils ne savaient pas qu'ils allaient vivre un véritable cauchemar qui allait changer leur vie pour toujours. Au début, Ed Ray a déposé une fille et son frère chez eux, et les a surveillés jusqu'à ce qu'ils entrent. Puis, il a continué son chemin pour déposer les autres enfants. Après plusieurs arrêts, il lui restait 26 enfants dans le bus, il lui était le numéro 27. Ils ont continué à avancer au milieu d'une route vide, entourée de fermes. Bien sûr, ils étaient toujours en train de rire et de chanter, lorsque tout à coup, le conducteur a vu devant lui une camionnette, arrêtée en travers de la route. Il s'est dit dans sa tête, peut-être que quelqu'un a eu un souci avec sa voiture et maintenant il a besoin de quelqu'un pour l'aider. Une fois arrivé près de lui, je vais descendre et voir s'il a besoin d'aide. Dans cette petite ville, tous les gens étaient serviables et présents les uns pour les autres. Il a atteint cette camionnette et a voulu en sortir pour voir ce qui se passait et pourquoi elle était coincée dans cette position. En un instant, 3 hommes en sont sortis. Ils portaient des masques et les 3 étaient armés, pointant leurs armes vers Ed. L'ambiance dans le bus a vite changé, passant de rires et de chants d'enfants à un silence total. L'un des hommes s'est dirigé vers la fenêtre du conducteur et lui a dit « Ouvre la porte du bus maintenant ou je te tue ». Ed ne savait pas quoi faire. Il voulait dire « Non, je ne t'ouvrirai pas la porte ». Mais il savait que la moindre erreur pourrait lui coûter la vie, et les enfants se retrouveraient seuls, sans adultes pour les protéger. Finalement, il ouvrit la porte. L'un des hommes entra dans le bus et commença à agiter son arme et à menacer les enfants « Je vais tous vous tuer, et je tuerai même votre chauffeur ». À ce moment-là, les enfants commencèrent à crier et à pleurer de peur. Ils étaient encore très jeunes, entre 5 et 14 ans. L'homme masqué se tourna vers le chauffeur et lui dit « Lève-toi tout de suite et retourne à l'arrière du bus ». Ed se leva et marcha au milieu des enfants, essayant de leur sourire pour les rassurer. Il leur chuchotait que tout irait bien, qu'ils ne devaient pas avoir peur. Mais les enfants ne pouvaient pas contrôler leur peur et continuaient de trembler. Une fois qu'Ed fut à l'arrière du bus, l'un des kidnappeurs s'assit à la place du conducteur. Un autre sortit son arme et visa les enfants, prêt à tirer si l'un d'eux faisait quoi que ce soit. Le troisième alla vers la camionnette qui bloquait la route. Ils démarrèrent et quittèrent rapidement les lieux. En moins d'un quart d'heure, ils avaient kidnappé 26 enfants et leur chauffeur. Ils les emmenèrent hors de la ville, à environ une demi-heure de route, pour se débarrasser du bus. Ils savaient que le bus, étant jaune et grand, serait vite repéré par les gens et la police lorsqu'ils chercheraient les enfants. Les ravisseurs conduisirent le bus scolaire au milieu des roseaux et des arbres pour que rien ne soit visible. Ils étaient sûrs que personne ne pourrait le trouver. Ensuite, 2 d'entre eux montèrent dans une camionnette et le dernier dans l'autre. L'endroit où ils se rendirent ensuite ressemblait à une forêt dense. Le bus a été amené dans la forêt et garé en marche arrière devant une camionnette qu'ils avaient préparée. Ils avaient soigneusement planifié pour que les enfants puissent passer de l'un à l'autre sans poser pied à terre et laisser des traces.
Lorsque le bus s'est arrêté, les ravisseurs firent descendre les enfants un à un et les firent entrer directement dans la camionnette. Les pauvres enfants pleuraient en silence, ne sachant pas qui étaient ces hommes ni où ils allaient. La seule chose qu'ils savaient, c'était qu'ils allaient mourir. La camionnette et l'autre véhicule qui bloquait la route étaient complètement recouverts de bois à l'intérieur, et les fenêtres étaient peintes en noir, ce qui signifiait que lorsqu'ils fermaient la porte, il faisait noir et aucune lumière ne pouvait entrer. Les ravisseurs séparèrent les enfants en 2 groupes de 13, chacun dans une camionnette différente. Edrey essayait de rassurer les enfants qui étaient avec lui, leur disant « N'ayez pas peur, je suis ici avec vous et je ne laisserai personne vous faire du mal. » Mais au fond de lui, il savait qu'il y avait un gros problème. Les ravisseurs étaient de très mauvaises personnes, capables de faire n'importe quoi de mal. Les ravisseurs conduisirent le bus scolaire au milieu des roseaux et des arbres pour que rien ne soit visible. Ils étaient sûrs que personne ne pourrait le trouver. Ensuite, 2 d'entre eux montèrent dans une camionnette et le dernier dans l'autre. Les enfants sont restés enfermés dans les camionnettes pendant des heures. Ils n'ont ni mangé ni bu, ils n'ont même pas pu aller aux toilettes, car tout était bloqué, ce qui signifiait que même l'oxygène à l'intérieur était rare. Gardez à l'esprit que nous parlons du mois de juillet, la chaleur aussi devait être insupportable. Pour les détendre, ne serait-ce qu'un peu, Edrey leur demanda « Que voulez-vous que je chante ?» et il commença à chanter. Mais les enfants avaient très peur et ne savaient pas où ils allaient. À l'intérieur, il faisait noir et personne ne pouvait rien voir. Les ravisseurs restèrent éveillés sur les routes pendant 12 heures sans s'arrêter. Ils ne s'arrêtèrent qu'une seule fois pour refaire le plein et continuèrent leur route pendant 12 heures. Les enfants n'avaient ni nourriture ni eau ni toilette tout ce temps, et l'oxygène était rare. Lorsqu'ils ont été kidnappés et ne sont pas rentrés chez eux, leurs familles ont commencé à téléphoner des dizaines de fois à l'école pour demander où se trouvent leurs enfants et leurs chauffeurs. Les gens qui travaillaient à l'école ne comprenaient pas ce qui se passait. Edrey n'était jamais en retard pour le travail. Il s'assurait toujours d'amener les enfants à l'heure. Au début, ils ont pensé que peut-être le bus était tombé en panne quelque part ou qu'il y avait eu un problème. Ils ont envisagé de nombreuses possibilités, mais personne ne s'attendait à ce que le bus ait été kidnappé. Le directeur de l'école a commencé à essayer de contacter Edrey chez lui, mais il n'a pas eu de réponse car il n'y avait personne chez lui. Nous parlons des années 70, donc il n'avait pas de téléphone portable pour l'appeler et lui demander où il était. Finalement, ils ont appelé la police pour chercher le bus et les personnes qui s'y trouvaient. La police a commencé à chercher le bus et les enfants dans toute la région de Xochilla, mais sans succès. Le bus scolaire est grand et facilement repérable, mais ils ne l'ont pas trouvé. 3 heures après la disparition des enfants et de leur chauffeur, un pilote d'hélicoptère survolant la région a repéré quelque chose de jaune et de grand au milieu des roseaux et des arbres. Lorsqu'il a atterri à côté et s'est dirigé vers l'objet, il a découvert que c'était le bus que tout le monde cherchait. La presse est venue filmer le bus, mais les enfants et le chauffeur n'étaient pas dedans. Les parents, en apprenant que le bus avait été retrouvé sans les enfants, furent encore plus paniqués et effrayés. Ils se demandaient où pouvaient bien être leurs enfants et ce que les ravisseurs leur avaient fait. Les policiers fouillèrent l'endroit où ils avaient trouvé le bus et découvrirent des traces de pneus au sol. Ils en conclurent que les ravisseurs avaient emmené les enfants dans un autre véhicule. Le FBI se joignit à l'enquête et envoya 30 enquêteurs à Xochilla, car l'affaire impliquait de nombreux enfants, ce qui en faisait une affaire très sérieuse. Pendant ce temps, les ravisseurs conduisirent les enfants et leurs chauffeurs à un endroit éloigné, une carrière abandonnée près de Livermore, à environ 160 km de Xochilla. Ils avaient minutieusement planifié ce kidnapping et enterré une grande remorque dans le sol pour servir de cachette. Lorsqu'ils arrivèrent sur place, ils firent descendre les enfants et le chauffeur des camionnettes. Les ravisseurs demandèrent à Edrey de descendre en premier, car ils craignaient qu'il ne leur cause des problèmes. Sous la menace d'une arme, Edrey fut conduit vers une échelle en bois menant à une pièce souterraine. Ils lui ordonnèrent de descendre. Quand il atteignit le bas de l'échelle, il découvrit une pièce sombre et exiguë, avec des matelas, des bouteilles d'eau et quelques boîtes de nourriture, mais ces provisions étaient suffisantes pour 4 personnes, pas pour 27. Une petite lampe éclairait faiblement la pièce, et une boîte avait été mise à disposition, probablement pour les besoins sanitaires. Les ravisseurs avaient installé un tuyau avec un moteur pour assurer la circulation de l'air, mais le moteur était faible et insuffisant pour cette tâche. Les ravisseurs retournèrent ensuite chercher les enfants un par un.
Avant de les faire entrer, il demandait à chaque enfant son nom, le nom de ses parents et quelque chose qu'il portait. Sous la menace d'une arme, les enfants furent forcés de descendre par l'échelle. Les enfants restés dans les camionnettes étaient terrifiés. Ils voyaient leurs camarades partir un par un, sans aucune explication ni contexte, juste une peur terrible de l'inconnu. L'obscurité et le silence pesant ajoutaient à leur angoisse, chaque minute semblant une éternité. Une fois que tout le monde fut dans la pièce souterraine, les ravisseurs recouvrirent l'entrée avec une lourde plaque de métal et déposèrent 2 batteries par-dessus pour empêcher toute tentative de sortie. Les enfants et leurs chauffeurs se retrouvèrent dans une obscurité totale, l'air devenant rapidement étouffant. Au bout d'un certain temps, les ravisseurs quittèrent les lieux, laissant les enfants et leurs chauffeurs enterrés vivants. À l'intérieur de la remorque, l'ambiance était oppressante. Les enfants et Edrey réalisaient rapidement qu'il manquait d'oxygène et que la nourriture n'était pas suffisante pour tous. Le toit de la pièce commençait même à céder sous le poids de la terre, menaçant de les écraser. Les enfants pleuraient et criaient, tandis qu'Edrey essayait de les calmer. Les ravisseurs, quant à eux, avaient prévu de demander une rançon pour la libération des enfants. Ils voulaient 5 millions de dollars, une somme énorme à l'époque, presque 25 millions de dollars actuels avec l'inflation. Ils se rendirent chez l'un d'eux pour appeler la police et demander la rançon, mais ils découvrirent que la ligne téléphonique était bloquée. Le monde était chamboulé par cette histoire. Tout le monde tentait de joindre la police au téléphone, les familles, les proches et même ceux qui étaient loin, la presse et les gens qui cherchaient. Quoi qu'il en soit, tout le monde était mobilisé et en raison de la puissance des réseaux de communication à l'époque, la ligne était bloquée. Finalement, les ravisseurs abandonnèrent leur tentative de joindre la police par téléphone et décidèrent de trouver une autre solution pour demander la rançon. Mais ils étaient épuisés après avoir travaillé sur leurs méfaits toute la nuit et avoir conduit plus de 12 heures. Ils se dirent qu'ils trouveraient une solution après avoir dormi un peu. Toujours enfermés là-bas, les enfants ont commencé à pleurer et à crier, et Edrey a essayé de les calmer car plus ils pleuraient et bougeaient, plus l'oxygène diminuait. Et en plus de tous ces problèmes, ils ont été confrontés à un problème plus grave, le moteur s'était arrêté. Celui qui était attaché au tuyau faisait circuler l'air, probablement à cause de la batterie. Maintenant, même cette petite brise d'air avec laquelle ils survivaient n'était plus là. Et si vous avez cru que c'était le pire problème auquel ils étaient confrontés, vous aviez tort. Le plus gros problème, celui qui les a tous choqués, c'est le plafond de la remorque qui a commencé à tomber à cause du poids de la terre dessus. Imaginez qu'à tout moment, il pouvait s'effondrer et toute la terre qui se trouvait dessus pouvait tomber et les enterrer vivants. Les ravisseurs, quant à eux, dormaient toujours et se sentaient à l'aise, ne se souciant de rien. À un moment donné, Edrey s'est mis à réfléchir et s'est dit, nous allons mourir ici. Soit nous allons étouffer parce qu'il n'y a pas d'oxygène, soit la terre va tomber sur nous et nous serons enterrés vivants, soit nous allons mourir de faim, soit ces gens vont nous tuer. Mais aucune de ces choses ne s'est produite grâce à une personne qui était avec eux dans cette prison, Mike Marshall, qui avait alors 14 ans. L'aîné du groupe, après le conducteur, était un véritable héros. Mike essayait toujours d'aider pendant cet enlèvement et essayait de calmer les enfants pour qu'ils n'aient pas trop peur. Il leur disait de ne pas avoir peur, quoi qu'il arrive, rien ne vous arrivera tant que je serai là. Quand ils ont été emmenés dans cette prison souterraine, c'est lui qui leur a partagé la nourriture, leur chantait des chansons et jouait avec les plus jeunes. Après que le toit de la remorque ait commencé à s'effondrer, Mike a dit, nous mourrons ici, à moins que nous ne trouvions une solution pour nous-mêmes, et la solution est de sortir par le même endroit par lequel nous sommes rentrés. Ed lui répondit, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous avons été enterrés sous terre. Mike a répondu, nous n'avons rien à perdre. Si nous essayons, aidons-nous les uns les autres et faisons tout ce que nous pouvons. Ed lui dit, supposons que nous sortions et que nous nous trouvions nez à nez avec les ravisseurs. S'ils nous voyaient, ils nous tireraient dessus. Mike répondit, nous sommes morts de toute façon, vaut mieux l'essayer. La première chose qu'ils ont faite a été de rassembler tous les matelas qui étaient là et de les placer les uns au-dessus des autres pour pouvoir monter par-dessus et essayer d'enlever le couvercle qui bloquait l'entrée. Le problème qu'ils avaient était le poids du couvercle, qui était extrêmement lourd tout seul, en plus des 2 batteries déposées par-dessus qui étaient encore plus lourdes. Malgré cela, ils continuaient d'essayer de le secouer, même si ce n'était qu'un peu. En fin de compte, ils ont réussi à le déplacer un peu, ce qui leur a donné l'espoir de pouvoir l'enlever complètement. Au début,
Ils pensaient que dès qu'ils l'auraient déplacé, de la terre allait tomber sur eux depuis cette entrée, et alors la voie serait dégagée. Mais ils savaient qu'il y avait une autre boîte placée juste au-dessus d'eux. Après des heures d'efforts, ils ont réussi à le retirer complètement, et les enfants qui se trouvaient en dessous étaient heureux et excités en se disant qu'enfin, ils allaient pouvoir sortir de cette prison. Mais leur joie ne fut pas complète lorsque Mike sortit et découvrit qu'il y avait une boîte en bois par-dessus et qu'il n'y avait aucune échappatoire. Ed abandonna et dit à Mike, « Nous n'avons aucun moyen de sortir d'ici, redescendons simplement, et attendons jusqu'à ce que ces trois-là reviennent. » Mike ne voulait pas et lui dit, « Il doit y avoir un moyen pour nous de sortir d'ici et je ne baisserai pas les bras tant que je n'aurai pas trouvé de sortie. » Il enchaîna en lui disant, « Puisqu'ils ont mis cette caisse en bois ici, cela veut dire qu'ils n'ont pas mis une grande couche de terre. Si ce n'est que du bois, il peut être cassé. » Il a commencé à frapper la boîte partout. À un moment donné, il a frappé un endroit qui a sonné creux. Ed rejoignit Mike et commença à l'aider à frapper sur le bois pour le casser. À un moment, ils sont parvenus à atteindre la terre et Mike a commencé à creuser pour finalement sortir et se libérer de cet enfer. La première chose qu'il fit fut de prendre une grande inspiration, puis il commença à chercher les kidnappeurs, mais aucun signe d'eux. Il appela alors Ed et lui dit que c'était vide, et qu'ils pouvaient tout sortir et fuir. Les enfants en bas recommencèrent à se réjouir et à espérer, après 16 heures d'emprisonnement dans des conditions inimaginables. Un à un, les enfants sont tous sortis et après un moment, ils étaient tous dehors, mais ils ne savaient ni où ils étaient ni dans quelle direction ils devaient se diriger. Ed entendit le bruit d'une machine et dit à Mike, « Est-ce qu'on va dans la direction de ce son ?» Les enfants ne voulaient pas aller dans la direction de ce bruit parce qu'ils avaient peur que les ravisseurs soient là. En fin de compte, ils n'eurent pas d'autre solution et décidèrent de suivre ce son. Lorsqu'ils arrivèrent, ils aperçurent de loin des ouvriers, ils coururent tous vers eux. Ed, épuisé, leur cria, « Nous sommes de Shoshiya. » Les ouvriers, étant au courant des récents événements à Shoshiya, quand ils ont vu ces enfants, ont su que c'était eux qui avaient été kidnappés. Immédiatement, ils appelèrent la police. Peu de temps après, les autorités sont arrivées et les 26 enfants et leurs chauffeurs furent finalement secourus. Ils se rendirent directement à l'hôpital pour voir si l'un d'entre eux avait été blessé. Ensuite, ils leur apportèrent de la nourriture et des vêtements, et ils furent très contents. 4 heures se sont écoulées et les policiers leur parlaient et leur demandaient ce qui s'était passé. Finalement, ils leur amenèrent un bus pour les ramener à Shoshiya. Certains enfants ne voulaient pas monter dans le bus. Ils avaient peur parce que la dernière fois qu'ils sont montés dans un bus, ils ont été enterrés vivants. Tous ceux qui ne voulaient pas monter dans le bus furent ramenés dans des voitures. Les parents de ces enfants les attendaient tous à proximité du centre. Quand ils les virent, ils commencèrent à applaudir. Et ils sautèrent de joie, et chacun d'eux sauta sur son fils ou sa fille, et ils étaient très heureux et reconnaissants que les enfants soient revenus sains et saufs. Une fin heureuse comme celle-ci apporta un immense soulagement à la communauté de Shoshiya. Mais la question restait, qui étaient ces 3 ravisseurs et pourquoi avaient-ils fait cela? Les 3 ravisseurs s'étaient réveillés le lendemain matin, le 17 juillet 1976, sans savoir que leur plan avait échoué. Ils avaient prévu de demander une rançon de 5 millions de dollars, presque 25 millions de dollars actuels avec l'inflation, pour la libération des enfants, mais avant même d'avoir pu passer un appel pour la rançon, les enfants s'étaient échappés. Quand ils allumèrent la télévision pour regarder les informations, ils furent choqués de voir que les enfants étaient de retour chez leurs parents sains et saufs. La police, quant à elle, avait déjà commencé son enquête. En examinant l'endroit où les enfants avaient été détenus, ils découvrirent que la remorque avait été enterrée des mois auparavant, en novembre 1975. Ils cherchèrent à savoir à qui appartenait le terrain et découvrirent que c'était la propriété de Frederick Newell Woods III, l'une des personnes les plus riches de la région. Frederick Woods III fut interrogé, mais il n'y a toute implication. Il révéla cependant qu'il avait un fils de 24 ans, Frederick Newell Woods IV, qui était introuvable. La police apprit également que Frederick Woods IV avait 2 amis proches, James et Richard Schoenfeld. Tous 3 avaient disparu, ce qui les rendait encore plus suspects. Une vaste campagne de recherche fut lancée pour retrouver les 3 suspects. Richard Schoenfeld se rendit à la police, tandis que Frederick Newell Woods IV fut arrêté alors qu'il tentait de fuir dans un avion privé. James Schoenfeld, quant à lui, fut retrouvé peu après et arrêté également.
Les 3 ravisseurs furent jugés et condamnés à la réclusion à perpétuité. L'enlèvement de Xochitl eut un impact profond sur la communauté et les enfants kidnappés. Certains souffrirent de traumatismes et de problèmes de santé mentale. D'autres réussirent à surmonter l'épreuve et partagèrent leur histoire pour inspirer les autres. Ed Ray devint un héros local et continua à travailler comme chauffeur de bus jusqu'à sa retraite. Il décéda en 2012 à l'âge de 91 ans. Un grand marais en Californie porte désormais son nom en son honneur. Et c'est ici que se termine notre histoire. Si vous avez apprécié mon contenu, n'oubliez pas le petit pouce bleu et abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, à une prochaine fois.